on va partir vers le cerveau avec la présentation de Benoît Souchet sur la crise 2021 et sa relation avec la maladie d'Alzheimer. Merci Nicole. Tout d'abord, merci pour le comité d'organisation et à Jacqueline de m'avoir permis de présenter ce talk qui sera justement en liaison entre la crise 2021 et la maladie d'Alzheimer. Simplement pour faciliter le suivi de cette présentation qui ne durera pas plus de 30 minutes, je l'espère. Je vais d'abord, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gériatre, pédiatre, je vais simplement utiliser quelques faits cliniques pour mettre en relation cette crise 2021 et cette maladie d'Alzheimer. Je vais me baser sur ma petite expérience de chercheur en présentant un rapide historique de la recherche sur la maladie d'Alzheimer qui va me permettre de, je l'espère, vous faire comprendre que pendant énormément de temps, finalement, on s'est trompé de cible, tout simplement parce que cette maladie est très complexe et finalement elle est trompeuse en apparence. Et je terminerai ce topo par la présentation de ma recherche actuelle qui s'intéresse au développement d'outils technologiques, en l'occurrence des modèles animaux, pour le diagnostic et le traitement précoce de cette maladie. Alors, le premier constat que l'on peut faire, et vous l'avez fait tous, c'est l'allongement de vie de ces personnes porteuses de crise 2021. Elle s'explique par différentes choses, un aspect sociétal, un aspect médical bien sûr, puisque les petits défauts congénitaux cardiaques sont maintenant réparés par des chirurgies. Alors cet espoir pour les familles est également une crainte. Puisque avec ce vieillissement, il vient d'apparaître des maladies apparentées, et notamment la maladie d'Alzheimer. Alors, ici je présente quelques chiffres que l'on peut retrouver dans la littérature. Je pense que c'est toujours difficile de donner ces chiffres, notamment en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Ici, je dis bien maladie d'Alzheimer diagnostiquée dans cette population. Il y a beaucoup de débats par rapport à ça. En tout cas, sur cette revue, sur cette référence, on s'aperçoit qu'à 45 ans, il y a 10% de patients porteurs de trémoutin qui sont diagnostiqués Alzheimer. Et finalement, ce taux va doubler tous les 5 ans. Et ce que l'on peut faire comme observation, c'est qu'une personne porteuse de trémoutin à l'heure actuelle a une espérance de vie de 60 ans, et qu'à 60 ans, elle a une chance sur 3 d'être diagnostiquée Alzheimer. Alors, cette maladie d'Alzheimer, elle n'est pas spécifique à la population de 2021, elle est rencontrée également dans la population générale. Et encore une fois, elle est liée à l'âge. C'est bien la chose, l'idée que j'ai envie de faire passer ici. Cette maladie d'Alzheimer, elle est liée à l'âge. C'est surtout important. Et en fait, l'idée globale de cette diapo, c'est tout simplement de faire un parallèle entre la population de 2021 et la population générale, en disant simplement qu'une petite fille qui va naître aujourd'hui a une espérance de vie de 90 ans, et là encore, avoir une chance sur 3 d'être diagnostiquée Alzheimer. Alors, moi ça me touche personnellement, je vais attendre une petite fille là, dans les prochaines semaines, et j'ai l'impression que si on ne travaille pas sur cette maladie, là, ce taux va rester équivalent. Alors, je dis que la maladie d'Alzheimer est une maladie liée à l'âge, c'est vrai, en partie. En fait, il y a une petite minorité des patients diagnostiqués Alzheimer qui sont d'origine familiale, d'origine héréditaire. Cette forme de maladie d'Alzheimer héréditaire est bien particulière. On la retrouve, comme je vous l'ai dit, de façon héréditaire, familiale. Elle est très minoritaire, inférieure à 1%, et elle est liée à des gènes. Les gènes sont mutés. Pour diagnostiquer, en tout cas pour apercevoir
l'effet de cette maladie sont relativement assez simples. Finalement, les patients vont consulter leur chariatre, leur médecin généraliste, pour des plaintes mnésiques, un défaut de mémoire à long terme. Et généralement, ce n'est pas tout à fait le patient qui vient consulter, c'est plutôt ses proches. Les proches qui s'aperçoivent que ces problèmes de mémoire vont perturber au quotidien la vie du sujet. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que les premiers signes cliniques, premiers signes qu'on peut apercevoir au niveau clinique, sont liés à la mémoire à long terme, sont généralement, finalement, ce qu'on peut résumer, c'est l'oubli des oublis. Le sujet va oublier quelque chose, mais il va l'avoir oublié. Ça, je pense que c'est le mot. Et finalement, une fois le patient rentrant dans cette étape, malheureusement, la progression va être inéluctable. Elle va être inéluctable et elle va engendrer, dans des stades terminaux, une démence. Une démence qui va se traduire par des déficits assez globaux, des déficits cognitifs lourds et des troubles du comportement, des troubles psychotiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces signes psychologiques ne sont en aucun cas faits pour être utilisés utilisés comme diagnostic de certitude. Ces signes sont simplement des signes de diagnostic de probabilité, et les signes finalement qui vont permettre un diagnostic de certitude à l'heure actuelle de la maladie d'Alzheimer et finalement utilisé très peu, c'est l'analyse post-mortem des cerveaux de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ces caractéristiques sont relativement âgées. Ils ont été découverts il y a très longtemps par Alois Alzheimer en étudiant son premier cas, Auguste D, qui développe en fait dans son cerveau, après l'analyse post-mortem, 2 lésions caractéristiques de cette maladie, à savoir la plaque sénile et les dégénérescences neurofibrillaires. Alors ça, ce sont des schémas d'époque, pour l'un dessiné par Alois Alzheimer lui-même, pour l'autre dessiné par un collègue italien. Et finalement, encore aujourd'hui, on se base sur la présence de ces 2 caractéristiques dans le cerveau pour établir un diagnostic de certitude. Alors les techniques ont un petit peu évolué, on a des microscopes de plus en plus performants, mais admettez avec moi que les schémas d'époque sont relativement semblables à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc nous avons 3 lésions, 2 lésions plus un phénotype. De 1903 à aujourd'hui, finalement, on a essayé de comprendre si ces lésions étaient liées, non, lesquelles arrivaient en première, donc quelle était la cause de la maladie. En fait, pour comprendre la progression de la maladie d'Alzheimer, finalement, la population de personnes porteuses de trisomie 21 a finalement été d'une grande aide pour les chercheurs sur Alzheimer. En réalisant des analyses post-mortem sur le cerveau, certains ont aperçu, dès 10 ans, et même avant, l'apparition de plaques séniles chez ces personnes. À ce stade, il n'y a aucune lésion de ce second type, les dégénérescences neurofibrillaires, il n'y a a priori pas de diagnostic de démence chez ces personnes. Et en fait, bien plus tard, à l'âge de 40 ans, on retrouve ces mêmes plaques séniles, ces mêmes plaques amyloïdes, associées à des dégénérescences neurofibrillaires et une démence de type Alzheimer chez certains patients. Donc on peut s'apercevoir ici qu'il y a finalement une cinétique potentielle, un lien de cause à effet potentiel entre ces 2 lésions. La deuxième chose qui va permettre de prouver cette potentielle cinétique, c'est l'étude de patients atteints d'une démence bien particulière, une démence frontotemporale, qui va présenter non pas des troubles cognitifs, mais des troubles liés à la sociabilité, à l'auto-inhibition. En fait, c'est des lésions qui vont se
se fait apercevoir au microscope au niveau frontal du cerveau. Et ce sont des lésions de type démence, dégénérescence neurofibrillaire. Chez ces patients, on retrouve les DNF, dégénérescence neurofibrillaire, et en aucun cas des plaques séniles. Donc, l'étude de ces deux populations de patients a permis à des généticiens, des biochimistes anglais, notamment John Hardy, de proposer une hypothèse de progression de la maladie d'Alzheimer. En fait, pour lui, l'élément clé, l'élément crucial de cette maladie serait la plaque sénile, la plaque amyloïde, qui finalement serait l'élément initial d'une cascade pathologique incluant la dégénérescence neurofibrillaire et finalement l'atrophie de la mort neuronale. Alors, il faut bien se rendre compte qu'en 90, on commençait à parler de ça. Pendant longtemps, on a essayé de s'intéresser au développement de cette première lésion. Et là encore, les patients porteurs de trisomie 21 ont été d'une grande aide. Des études de génétique ont permis d'identifier certains gènes présents sur le chromosome 21, notamment les gènes APP et les gènes BACE2. Associés à ces populations, on a également justement les patients atteints de maladie d'Alzheimer sous sa forme familiale, héréditaire, qui présentent, encore une fois, des mutations sur le gène APP et d'autres gènes, les gènes PS1 et PS2. Et ces gènes, ces 3 gènes, ces 4 gènes, sont particulièrement intéressants puisqu'ils vont permettre, en association avec des études plutôt liées à la biochimie, plutôt liées à la protéine, de comprendre comment comment se forment ces plaques séniles. En fait, tout démarre de la protéine APP, qui est codée par le gène APP, et qui est sensible à une série de coupures protéolytiques. La première va permettre d'être coupée au niveau de cette petite hexagone rose, ici, et de former un premier fragment, appelé le SAPP-alpha. En gros, c'est un fragment soluble qui va être diffusé dans les neurones et qui va être considéré comme bénéfique. Il va avoir une activité neurotrophique qui va favoriser l'activité synaptique. La deuxième voie de coupure va être considérée comme délétère. Elle va être considérée comme délétère puisqu'elle va avoir une série de 2 coupures médiées par une première protéine, la protéine BACE1 ou BACE2, et une seconde coupure médiée par les protéines PS1 ou PS2. Ils vont former ce petit élément hexagonal rose qui est appelé la bêta. Et cet élément, la bêta, est l'élément toxique de l'Alzheimer, puisque en s'agrégeant, va être capable de former des oligomères solubles, des dimères, des trimères, des oligomères. À une certaine concentration, il va être capable de s'agréger à l'extérieur du neurone, en fibrille, puis en plaques. Donc vous imaginez bien que les patients porteurs de trisomie 21, ayant plus d'APP, ayant plus de BACE2, vont favoriser cette voie toxique, vont favoriser la production de plaques amyloïdes. Pareil pour les porteurs pour les malades d'Alzheimer de sa forme familiale, les mutations rencontrées sur l'APP, sur PS1 ou PS2 vont favoriser cette voie. Donc, à partir de là, on est capable d'expliquer comment on va produire ces plaques chez l'homme. Donc, toutes les recherches vont s'intéresser à caractériser chez l'animal cette lésion. Pourquoi chez l'animal? Pour tester des traitements précliniques, pour comprendre avec plus de précision ces mécanismes. Et en fait, pendant 30 ans, la recherche privée, a développé des modèles de la maladie d'Alzheimer basés sur cette lésion. Ce sont des modèles de souris transgéniques où on va insérer finalement des gènes humains mutés
dans le génome de la souris. Et cette surexpression va être de l'ordre d'une copie supplémentaire, comme on peut le voir dans le trisomie 21. Et l'idée, c'était de produire énormément de plaques, produire énormément d'éléments toxiques. Donc l'idée, c'était d'insérer énormément de copies ADP pour produire très facilement ces plaques amyloïdes. Donc nous sommes capables d'avoir des modèles animaux produisant ces plaques amyloïdes. Au niveau de la recherche plus centrée sur le patient, on est capable également de visualiser in vivo chez le patient, dans le cerveau du patient, ces plaques amyloïdes. En fait, ça se fait assez facilement maintenant par des imageries TEP, une sorte d'IRM qui finalement va utiliser des molécules qui vont se fixer sur les plaques de façon temporaire, qui va émettre un signal. Finalement, on est capable tout à fait de différencier une personne sans plaques, cognitivement sain, d'une personne avec beaucoup de plaques et diagnostiquée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, sur cette slide que je vais présenter ici, je vais vous montrer une petite participation. On va jouer au médecin, parce que c'est une slide qui est super importante pour la présentation. En fait, je présente une série d'images issues de l'imagerie TEP, et ici, le statut cognitif du patient qui a reçu l'imagerie. Je vais vous présenter 3 séries d'images pour exemplifier. Je vais vous présenter un sujet jeune avec un statut cognitif tout à fait normal et donc un signal amyloïde relativement faible. Je vais vous présenter un sujet âgé avec un signal amyloïde relativement faible aussi et un statut cognitivement sain. Maintenant ici, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a la présence d'un sujet atteint de maladie d'Alzheimer, âgé, avec un statut cognitif pathologique. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est quel va être votre diagnostic, quelle va être votre prédiction sur le statut cognitif de cette personne qui présente ce type d'imagerie. Un sujet âgé, similaire à ces 2 personnes-là. Qui vote, qui pense qu'on va être plutôt vert, plutôt cognitivement sain, et qui pense à une démence de type Alzheimer. Vert, rouge. C'est pas en frontal. En fait, c'est pas frontal. Non, ça fait rien. Il n'y a pas différente. Ce patient qui ne présente pas de plaques dans le cerveau, je peux vous dire qu'il présente un large défaut, une large démence de type Alzheimer. En fait, cette slide va finalement dire que pendant 30 ans, on s'est focalisé sur ces plaques. Finalement, ces plaques ne sont pas forcément associées à la démence de type Alzheimer. Ok? Et ça, je vais vous le prouver. Vous le prouvez sur cette slide. On est capable de produire chez la souris des plaques. On est capable chez la souris, au fil des thérapies, grâce notamment à des vaccins, de contrer l'apparition des plaques. On le fait très bien. Vous voyez cette étude, si j'ai cité, on fait très bien cette souris transgénique qui produit normalement beaucoup de plaques, ne produit aucune plaque. Et cognitivement, ça va mieux. On est capable de le faire également chez l'homme. On est capable de le faire chez l'homme. Ça, ce sont des essais cliniques relativement récents. Alors, je ne citerai pas de Big Pharma, ils ont tout essayé, ils ont tout échoué. Ces Big Pharma, avec leurs composés, diminuent significativement la charge amyloïde dans le cerveau de ces patients. Mais fonctionnellement, ces patients ne sont pas traités d'Alzheimer. Ils progressent, avec un léger retard, mais ils progressent toujours vers la démence terminale. Donc, l'idée, c'est que toutes les semaines, vous pouvez voir, on va traiter les souris, on utilise des traitements super efficaces, on est capable de traiter la souris, mais depuis 30 ans, on a 100% d'échecs dans les essais cliniques simulant la maladie d'Alzheimer. Alors, là, c'est pas de jeter la pierre sur ces big pharma. L'idée est que, tout simplement, il n'y a pas un problème de moyens financiers, il n'y a pas un problème de moyens intellectuels, ce sont des gens très intelligents, très opératifs. Le problème, il est plutôt idéologique, plutôt technologique. En fait,
Pendant longtemps, on a cru que ces oligomères étaient capables de former des plaques, la lésion de la myéline d'Alzheimer. En fait, ces plaques, ces oligomères, solubles, qui vont diffuser dans tout le cerveau, sur les neurones, sur les astrocytes, vont finalement être les éléments toxiques de la maladie d'Alzheimer. Ils vont perturber de façon subtile différents aspects de la cellule, notamment au niveau de l'activité synaptique, notamment au niveau de l'activité mitochondriale, qui va apporter l'énergie nécessaire aux neurones, et va surtout activer, par différents mécanismes, la seconde pathologie observée dans la maladie d'Alzheimer, à savoir les dégénérescences neurofibrillales. Alors, encore une fois, dans cette voie tau, dans cette voie DNF, le plus important, ce ne sont pas les lésions, mais ce sont, comme pour cette voie-là, ce sont les éléments solubles, les éléments très formateurs des lésions dégénérescence neurofibrillale. En fait, ces éléments solubles, les oligomères de tau, vont être extrêmement toxiques pour la cellule, de façon indirecte, mais très facilement, vont perturber les neurones et vont induire une mort neuronale. Donc, vous imaginez bien que tous ces mécanismes prennent du temps. Ils vont être développés, non pas en boostant le système, mais avec l'âge. Et c'est l'âge, les mécanismes associés qui vont engendrer toute cette cascade de la maladie d'Alzheimer. En fait, le verrou idéologique, il est en train d'être perçu. Pendant longtemps, la maladie d'Alzheimer, c'était la clinique. C'était le premier rendez-vous chez le gériatre, les premiers signes, les premières plaintes mnésiques. Et on sait maintenant que cette maladie d'Alzheimer, elle débute 10, 15 ans avant cette plainte mnésique. Elle se développe à bas bruit, elle se développe de façon asymptomatique, on n'est pas capable de percevoir, on n'est pas capable de mesurer les troubles qui s'opèrent dans le cerveau au niveau des tests psychologiques, mais la maladie est là. La maladie est là et elle progresse avec l'âge. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, effectivement, on pourra traiter, peut-être dans 100 ans, cette phase clinique. L'idée, c'est pas d'arrêter la recherche sur ces phases cliniques, mais l'idée, c'est de dire que potentiellement, traiter les phases asymptomatiques vont être plus faciles pour prévenir l'apparition de cette phase clinique. Or, aujourd'hui, pendant 30 ans, les stratégies thérapeutiques se sont focalisées à traiter les souris transgéniques, qui finalement développent très facilement, en grande quantité, ces lésions. Et finalement, sont plus associées à la phase clinique qu'à une phase pré-clinique, une phase asymptomatique. Maintenant, ce que je vais présenter, c'est le projet de recherche auquel je participe. L'idée, dans ce projet, c'est de développer un nouvel outil technologique, un nouveau modèle animal, qui va, de façon plus pertinente, cibler, représenter la maladie d'Alzheimer, mais en particulier sur sa phase non clinique asymptomatique. Je ne vais pas vous présenter diverses expériences, je vais simplement vous représenter vraiment schématiquement l'idée que l'on a de ce modèle. En fait, ce modèle, il est développé à base de transfert de gènes utilisant des virus. Bon. L'idée dans ce modèle, c'est d'induire la maladie d'Alzheimer à des rats à l'âge de 2 mois, donc bien après le développement cérébral. Finalement, ces virus ne vont pas être toxiques, ils ne vont pas perturber le cerveau à proprement dit, ils vont simplement infecter quelques neurones, seulement quelques neurones, et pas tous les neurones, comme celui-ci ici, en forçant ce neurone à produire de la bêta, le petit hexagone rose délétère. Cette production va être constante tout au long de la vie de l'animal, et finalement c'est l'âge, c'est le vieillissement et les mécanismes qui sont associés à ce rat qui vont accentuer la toxicité de ce peptide bêta, qui vont augmenter la concentration de ce peptide dans le cerveau. À une certaine concentration, et on l'observe à 10 mois après l'induction, on observe les premiers éléments toxiques subtils médiés par cette concentration de bêta.
En fait, ils vont perturber l'activité synaptique. Ils vont surtout activer la deuxième voie de la maladie d'Alzheimer, la voie tau, en activant l'hyperphosphorylation de ces protéines tau. Et ce qui va se traduire fonctionnellement par des déficits relativement subtils au niveau de la mémoire à long terme de type spatial. En fait, c'est uniquement à 30 mois, c'est-à-dire véritablement à la fin de vie de l'animal, qu'on va pouvoir apercevoir les deux lésions qui caractérisent, d'un point de vue diagnostique de certitude, l'Alzheimer chez l'homme, à savoir les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillales. Donc bien avant, on est capable de modéliser la maladie. Finalement, si on fait un petit résumé, ce modèle qui va être pertinent, qui va être validé, puisqu'il valide les lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, va être surtout pertinent pour mimer la lente progression liée au vieillissement de cette maladie d'Alzheimer. Ce modèle RA, qui est baptisé Agenti, est un modèle non transgénique, je le rappelle. Il va être très pertinent pour mimer cette phase silencieuse. Et en fait, il est le résultat de, si je peux résumer, de 6 années de recherche qui va regrouper plus de 20 chercheurs impliqués, les équipes INSERM, CEA, CNRS. Finalement, il y a 300 000 € d'aide publique qui ont été utilisés tout au long de cette progression, de cette modélisation. Et aujourd'hui, finalement, on est à une étape charnière. Aujourd'hui, une société qui est baptisée Agenti va utiliser ce modèle pour accélérer la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette société est créée par Jérôme Bredeau, mon directeur de thèse, cofondée également par Baptiste Pilloir, un diplômé d'HEC, et je rejoindrai cette société à la fin de ma thèse en septembre. Donc l'idée que propose la société est véritablement de repenser la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, basée sur ce modèle innovant et pertinent pour modéliser les phases silencieuses de la maladie. En fait, d'un côté, on propose d'identifier certains biomarqueurs présents dans le sang chez nos animaux pathologiques versus des animaux contrôle, identifier des biomarqueurs sanguins pour finalement développer un diagnostic prédictif de la maladie. Un diagnostic prédictif de la maladie ciblant les phases silencieuses. Alors, on a tout à fait conscience que le diagnostic quelqu'un en tant qu'Alzheimer est relativement anxiogène. Donc en parallèle, ça va prendre quelques années, en parallèle, on va développer des stratégies plus thérapeutiques en identifiant, en sélectionnant des traitements potentiellement actifs dès la phase silencieuse. Et grâce à ce modèle, on va pouvoir démontrer que ces traitements sont capables de prévenir, de traiter la maladie d'Alzheimer dès cette phase silencieuse. Donc si je peux finir sur cette présentation, on a vu qu'il y avait forcément un lien entre la trisomie 21 et les maladies apparentées telles que la maladie d'Alzheimer. Je pense que vous aurez conscience que cette maladie d'Alzheimer est très complexe, très trompeuse, et que finalement, ce que nous proposons actuellement, c'est une vision disruptive, c'est une vision permettant de cibler ces phases silencieuses. Et je pense que la population de personnes porteuses de trisomie 21 qui développent finalement une maladie d'Alzheimer relativement précoce est, je pense, une population cible pour ce type d'expertise. Voilà. Le repas nous attend, mais on va quand même... Je veux dire, le repas nous attend, mais nous allons quand même poser plein de questions. Allez-y.
envisagé, parce que votre modèle, en effet, c'est 6 ans de travaux, donc c'est extrêmement long. Est-ce que vous avez quand même envisagé de faire vos injections dans un modèle de trisomie 21 pour voir l'impact des gènes en 3 copies, comme par exemple on a évoqué DIRCNA qui joue un rôle dans la phosphorylation de taux et qui permettrait d'activer, peut-être justement de faire évoluer la maladie plus rapidement. Alors sur le plan technique, évidemment on y a pensé et on est tout à fait capable de réaliser ce type d'expérience, puisque c'est une technologie qu'on a utilisée par transfert de gènes utilisant des virus, qui peut s'appliquer, je vous l'ai montré ici, à des rats, à des souris, et donc à des modèles souris classiques transgéniques de la trisomie 21. Donc effectivement, on peut le faire. Si je peux répondre à la partie on souhaite, c'est peut-être pas forcément une des premières priorités. La première priorité, c'est d'abord, comme je vous l'ai expliqué, de trouver des biomarqueurs sanguins, de tester, d'identifier des traitements, suivant cette pathologie qu'on développe dans ce modèle. Peut-être que plus tard, on pourra essayer de faire ça sur ces modèles de souris de trisomie 21. Alors, moi, j'ai 3 questions. L'une qui concerne la projection de la maladie d'Alzheimer dans la trisomie 21. Personnellement, je ne comprends pas tout ce qui est écrit. Je sais qu'il y a des gens dans la salle plus spécialistes que moi. Mais il y a quelques papiers qui montrent, c'est encore des relativement vieux papiers des années 2000, qui montrent que les personnes qui vivent non pas en institution comme la plupart des personnes âgées, développent beaucoup moins fréquemment une maladie d'Alzheimer. Donc les projections qu'on fait aujourd'hui, disant que la moitié des personnes avec trisomie 21 vivant au-delà de 60 ans feront sans doute une maladie d'Alzheimer, je pense que sur le plan épidémiologique, il n'y a pas beaucoup de support scientifique correct. Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a un papier de souris avec le modèle Alzheimer triple transgénique, où ils ont pris de l'armine, qui est un inhibiteur de nombreuses phosphatases, dont DIRCA1, mais pas spécifique. Kinase, pardon. Et ils ont montré que ça améliorait énormément les fonctions cognitives de ces souris. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis troisièmement, avant les plaques, dans cette période de grande incertitude où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne parle jamais du mauvais repliement des protéines, et en particulier pourquoi ce mauvais repliement des A-bêta font qu'ils vont s'agréger. Et on sait qu'il y a des anticorps permettant d'empêcher ce mauvais repliement. Donc, je voulais savoir si cet aspect qui est souvent de côté dans nos milieux où on parle de souris transgéniques, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez tester dans votre modèle de rat par rapport au mauvais repliement de ces peptides? Alors, pour répondre à la première question, la deuxième remarque, effectivement, comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, on lit des articles qui montrent des potentiels traitements qui sont efficaces chez ces souris transgéniques. Vous avez identifié en particulier cette souris triple transgénique, qui présente des plaques très rapidement, qui présente la pathologie tau et dégénérescence neurofibronaire que je vais vous montrer, exactement très rapidement, de la même façon. Mais ce qui est surtout important de dire, c'est que ces deux liaisons ne sont strictement pas liées. Si on bloque une pathologie, la pathologie tau va progresser irrémédiablement. Donc, c'est relativement différent de notre approche. On a une approche qui va induire un stress amyloïde qui va secondairement activer notre pathologie tau endogène. C'est différent encore de cette souris transgénique qui, pour le coup, est très utilisée dans la recherche préclinique. Donc, je pense que j'ai répondu à la deuxième question. Et la troisième question concernait les formes agrégées.
Mais écoutez, je l'ai un petit peu évoqué ici. Effectivement, la plupart des stratégies visent ces formes agrégées. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'avant de faire des formes agrégées, il y a des formes solubles qui peuvent justement peut-être se oligomériser, mais ce sont réellement ces formes solubles, oligomérisées, qui induisent toute la toxicité représentée dans le d'Alzheimer. Ce n'est absolument pas les formes agrégées extracellulaires. Il y a plein de, à l'heure actuelle, il y a plein de preuves, plein d'évidences qui prouvent cela. Merci. Autre question? Oui, moi j'en ai une petite. En fait, grosso modo, on est en train de montrer que la maladie d'Alzheimer, c'est une topathie. Ce que je suis en train de montrer, ce que je suis en train de dire, c'est que s'il n'y a que la topathie, en fait, les tauopathies, c'est des pathologies en fait, de la protéine tau. Donc, anormales, donc c'est vrai que. Alors, je poursuis mon raisonnement. Donc, en fait, vous avez montré très clairement que le fait d'avoir une surexpression de gène APP n'était pas suffisant pour avoir finalement un maladie d'Alzheimer, puisqu'en fait, il va y avoir tout un mécanisme qui arrivait ensuite qui va induire une mauvaise agrégation en fait, de la protéine tau et qui va entraîner en fait un problème de la circulation finalement au niveau de la cellule, au niveau des différents axones, au niveau de l'enrite et qui va entraîner une apoptose de la cellule. Donc, si vous voulez, l'APP qui va être produit en très forte quantité va être capable effectivement de s'agréger à l'extérieur du neurone. Et nous, ce qu'on pense, c'est que cette forme-là, elle n'est absolument pas toxique. Oui, d'accord. La surproduction d'APP soluble à l'intérieur du neurone va être toxique. Va induire la toxicité. Elle va induire finalement la deuxième pathologie, la deuxième lésion de la maladie d'Alzheimer, la topathie. Dans la maladie d'Alzheimer, sporadique la plus commune, on n'a pas uniquement de la topathie. On a un stress qui est originaire de l'amyloïde qui va induire cette topathie et qui va avoir les conséquences que l'on connaît. Donc, résumer la maladie d'Alzheimer à une topathie, c'est faux, je pense, parce que finalement les topathies, ce que j'ai présenté dans l'une des slides, c'est finalement les démences de type frontotemporal. On a bien un distinguo entre topathie unique et maladie d'Alzheimer qui regroupe l'amyloïde et la topathie. Non, mais je suis d'accord mais on pourrait considérer que c'est en tout cas, quand je parle de topathie, c'est tout ce qui va être autour de la pathologie de la protéine tau. Et moi, ma réflexion par rapport à ce que vous dites, c'est que finalement, normalement, si on comprend bien, c'est que finalement, tous les patients qui sont porteurs de trisomie 21 ne pourront pas tous potentiellement avoir une maladie d'Alzheimer, puisqu'en fait, il y a un deuxième mécanisme derrière qui intervient et qui va faire intervenir des gènes qui sont probablement différents de celui du chromosome 21. Oui, certainement. Il y a forcément des gènes, des mécanismes compensatoires qui vont contrecarrer finalement l'induction de la pathologie tau par et donc, une des voies aussi, ça serait peut-être justement d'essayer d'identifier ces patients qui ont une trisomie 21 et qui n'ont pas de pathologie d'Alzheimer, parce que c'est eux, à mon avis, qui pourraient donner des voies qui vous permettraient, vous, en fait, de pouvoir utiliser votre modèle ensuite, parce que finalement, c'est probablement des variations génomiques qui pourraient expliquer, en fait, cette différence. On a un poster. Ah. Il y a un poster. Il n'a pas regardé. On peut pas tout faire. Vous avez plusieurs posters sur ces thèmes à regarder. Il y a des posters, en français, puisque Jacqueline n'a pas le micro, qui parlent de ce thème-là. Et voilà, nous avons fini, nous sommes prêts à aller déjeuner. Est-ce qu'il y a des questions Voilà, ça, parce que Nicole a beaucoup parlé, vous avez remarqué. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, vous êtes sur l'hypoglycémie, donc en fait, ça tombe bien, c'est entièrement installé. Bon appétit.